Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Chapitre 3. Le socialisme et le communisme. Le communisme est le système complet de l'idéologie prolétarienne en même temps qu'un nouveau régime social. Cette idéologie et ce régime social diffèrent de toute autre idéologie et de tout autre régime social. Ils sont les plus parfaits, les plus progressistes, les plus révolutionnaires, les plus rationnels de toute l'histoire de l'humanité. L'idéologie et le système social du féodalisme sont entrés au musée de l'histoire. Ceux du capitalisme sont, eux aussi, entrés au musée dans une partie du monde, en URSS. Partout ailleurs, ils ressemblent à un moribond qui décline rapidement comme le soleil derrière les collines de l'Ouest. Ils seront bientôt bons pour le musée. Seule l'idéologie et le régime social du communisme se répandent dans le monde entier avec l'impétuosité de l'avalanche et la force de la foudre. Ils feront fleurir leur merveilleux printemps. En fin de compte, le régime socialiste se substituera au régime capitaliste. C'est une loi objective, indépendante de la volonté humaine. Quels que soient les efforts des réactionnaires pour freiner la roue de l'histoire dans son mouvement en avant, la révolution éclatera tôt ou tard et sera nécessairement victorieuse. Nous autres communistes, nous ne dissimulons jamais nos aspirations politiques. Il est certain, indubitable, que notre programme pour l'avenir, ou programme maximum, a pour but de conduire la Chine au socialisme et au communisme. Le nom de notre parti et notre conception marxiste du monde indiquent clairement cet idéal suprême à réaliser dans l'avenir. Idéal infiniment beau et radieux. L'ensemble du mouvement révolutionnaire chinois dirigé par le Parti communiste comprend deux étapes, la révolution démocratique et la révolution socialiste. Ce sont deux processus révolutionnaires de caractère différent, et c'est seulement après avoir achevé le premier que l'on peut passer à l'accomplissement du second. La révolution démocratique est la préparation nécessaire de la révolution socialiste. Et la révolution socialiste est l'aboutissement logique de la révolution démocratique. Le but final de tout communiste, et pour lequel il doit lutter de toutes ses forces, c'est l'instauration définitive d'une société socialiste et d'une société communiste. Le but de la révolution socialiste est de libérer les forces productives. La transformation de la propriété individuelle en propriété collective socialiste dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat, et celle de la propriété capitaliste en propriété socialiste dans l'industrie et le commerce privé, aboutiront nécessairement à une libération considérable des forces productives. Et les conditions sociales seront ainsi créées pour un énorme développement de la production industrielle et agricole. Actuellement, nous poursuivons non seulement une révolution du système social, qui transforme la propriété privée en une propriété sociale, mais aussi une révolution technique qui fait passer la production artisanale au stade de la grande production mécanisée moderne. Ces deux révolutions sont liées. Dans le domaine de l'agriculture, la coopération doit précéder l'utilisation du gros outillage, étant donné les conditions de notre pays. Dans les pays capitalistes, l'agriculture suit une orientation capitaliste. Il s'ensuit que l'industrie et l'agriculture sont absolument inséparables, tout comme l'industrialisation socialiste et la transformation socialiste de l'agriculture, et qu'on ne peut les considérer isolément. Il faut éviter à tout prix d'accorder plus d'importance à l'une au détriment de l'autre. Le nouveau régime social vient de s'établir, et il faut un certain temps pour qu'il soit consolidé. Nous n'allons pas croire qu'il le soit parfaitement dès son instauration. Cela est impossible. Il ne peut être consolidé que progressivement. Pour qu'il le soit de façon définitive, il faut réaliser l'industrialisation socialiste du pays, poursuivre avec persévérance la révolution socialiste sur le front économique et, de plus, déployer sur les fronts politiques et idéologiques de durs et constants efforts en vue de la révolution et de l'éducation socialiste. Par ailleurs, il faut que différentes conditions internationales y contribuent. Dans notre pays, la lutte pour la consolidation du régime socialiste, la lutte
qui décidera de la victoire du socialisme ou du capitalisme s'étendra encore sur une longue période historique. Mais nous devons nous rendre compte que le nouveau régime socialiste se consolidera infailliblement. Il est certain que nous pouvons édifier un pays socialiste doté d'une industrie, d'une agriculture, d'une science et d'une culture moderne. Les intellectuels hostiles à notre État sont en nombre infime. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre État fondé sur la dictature du prolétariat. Ils regrettent l'ancienne société. À la moindre occasion, ils fomentent des troubles, cherchant à renverser le Parti communiste et à restaurer l'ancien régime. Entre la voie du prolétariat et celle de la bourgeoisie, c'est-à-dire entre la voie du socialisme et celle du capitalisme, ils s'obstinent à vouloir suivre la seconde. En fait, comme celle-ci est impraticable, ils sont prêts à capituler devant l'impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique. De tels gens se rencontrent dans les milieux de la politique, de l'industrie, du commerce, de la culture, de l'enseignement, comme dans les milieux scientifiques, techniques et religieux. Ils sont extrêmement réactionnaires. Le grand problème, c'est l'éducation des paysans. L'économie paysanne est dispersée et la socialisation de l'agriculture, à en juger par l'expérience de l'Union soviétique, exigera un temps très long et un travail minutieux. Sans socialisation de l'agriculture, il ne peut y avoir de socialisme intégral, solide. Nous devons être convaincus que, premièrement, les masses paysannes désirent s'engager progressivement sous la conduite du parti dans la voie du socialisme, et que, deuxièmement, le parti est capable de conduire les paysans dans cette voie. Ces deux points constituent l'essence du problème et reflètent la tendance générale. Les organes dirigeants des coopératives doivent assurer la prépondérance, dans leur sein, des paysans pauvres actuels et des nouveaux paysans moyens de la couche inférieure. Ils auront comme force d'appoint les anciens paysans moyens de la couche inférieure et les paysans moyens de la couche supérieure, anciens ou nouveaux. Ainsi seulement, on pourra, conformément à la politique du parti, réaliser l'unité des paysans pauvres et des paysans moyens, consolider les coopératives, développer la production et accomplir comme il se doit la transformation socialiste dans l'ensemble des régions rurales. Sinon, l'unité des paysans moyens et des paysans pauvres, la consolidation des coopératives, le développement de la production et la transformation socialiste dans l'ensemble des régions rurales seront impossibles. Il faut unir à nous les paysans moyens. Ce serait une erreur de ne pas le faire. Mais sur qui, dans nos campagnes, la classe ouvrière et le Parti communiste doivent-ils compter pour les rallier, en vue de la transformation socialiste dans l'ensemble des régions rurales? Bien entendu, sur les paysans pauvres, uniquement. Il en fut ainsi quand nous luttions contre les propriétaires fonciers et réalisions la réforme agraire. Il en est encore ainsi aujourd'hui, alors que nous luttons contre les paysans riches et tout facteur capitaliste, pour réaliser la transformation socialiste de l'agriculture. Au début de ces deux périodes révolutionnaires, les paysans moyens se sont montrés hésitants, et c'est seulement lorsqu'ils se rendent clairement compte de la tendance générale de la situation et voient que le triomphe de la révolution est imminent qu'ils passent du côté de celle-ci. Les paysans pauvres doivent agir sur les paysans moyens, les gagner à eux pour que la révolution prenne chaque jour plus d'ampleur, et ce jusqu'à la victoire finale. Il y a une sérieuse tendance au capitalisme chez les paysans aisés. Elle se donnera libre cours si nous relâchons tant soit peu notre travail politique parmi les paysans pendant le mouvement de coopération et dans une longue période à venir. Le mouvement de coopération agricole a été, dès le début, une sérieuse lutte idéologique et politique. Aucune coopérative ne peut être fondée dans une telle lutte. Pour qu'un système social tout nouveau puisse être édifié à la place de l'ancien, il faut d'abord déblayer le terrain. Les survivances de l'idéologie reflétant l'ancien système demeurent nécessairement et pendant longtemps dans l'esprit des gens et ne s'effacent pas facilement. Une coopérative doit, après sa création,
passer encore par bien des luttes avant de se consolider. Et même après sa consolidation, elle risque d'échouer, pour peu qu'elle relâche ses efforts. Au cours de ces dernières années, la tendance spontanée au capitalisme dans les campagnes s'affirme chaque jour davantage, et on voit apparaître partout de nouveaux paysans riches. Beaucoup de paysans moyens aisés s'efforcent de devenir des paysans riches. Beaucoup de paysans pauvres, ne disposant pas de moyens de production suffisants, sont encore dans le besoin. Certains ont des dettes, d'autres ont vendu ou loué leurs terres. Si on laisse évoluer cet état de choses, le phénomène de différenciation vers les deux pôles ira inévitablement en s'aggravant. Les paysans qui ont perdu leurs terres et ceux qui sont encore dans la pauvreté nous reprocheront de ne pas les secourir et de ne pas les aider à surmonter leurs difficultés. Les paysans moyens aisés qui tendent à s'engager dans la voie du capitalisme seront eux aussi mécontents de nous. Nous ne pourrons jamais, en effet, satisfaire leurs exigences puisque nous n'avons pas l'intention de suivre la voie du capitalisme. Dans une telle situation, l'alliance des ouvriers et des paysans pourrait-elle encore être consolidée? Il est clair que non. Le problème ne peut être résolu que sur une nouvelle base, tout en procédant graduellement à l'industrialisation socialiste et à la transformation socialiste de l'artisanat, de l'industrie et du commerce capitaliste. Réaliser progressivement la transformation socialiste de l'agriculture dans son ensemble, c'est-à-dire la coopération. Liquider l'économie des paysans riches ainsi que le système des exploitations individuelles dans les régions rurales, ce qui donnera l'aisance à tout le peuple de nos campagnes. À notre avis, c'est seulement ainsi que l'alliance des ouvriers et des paysans pourra être consolidée. Par planification d'ensemble, il faut entendre la planification qui tient compte de l'ensemble des intérêts de nos 600 millions d'habitants. Lorsque nous établissons un plan, réglons une affaire ou réfléchissons à un problème, nous devons toujours partir du fait que notre pays a 600 millions d'habitants. En aucun cas, nous ne devons oublier cela. Outre la direction du parti, un facteur décisif est notre population forte de 600 millions d'habitants. Plus il y a de gens, plus il y a de discussions, plus il y a d'ardeur et d'énergie. Jamais les masses n'ont été aussi enthousiastes. Jamais leur combativité et leur morale n'ont été aussi élevées. Parmi les caractéristiques de la Chine de 600 millions d'habitants, ce qui frappe, c'est la pauvreté et le dénuement. Chose mauvaise en apparence, bonne en réalité. La pauvreté pousse au changement, à l'action, à la révolution. Sur une feuille blanche, tout est possible. On peut y écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau. Quand la révolution chinoise aura triomphé dans tout le pays et que le problème agraire aura été résolu, deux contradictions fondamentales n'en subsisteront pas moins en Chine. La première, d'ordre intérieur, est la contradiction entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. La seconde, d'ordre extérieur, est la contradiction entre la Chine et les pays impérialistes. C'est pourquoi, après la victoire de la Révolution démocratique populaire, le pouvoir d'État de la République populaire sous la direction de la classe ouvrière ne devra pas être affaibli, mais renforcé. Ne voulez-vous donc pas supprimer le pouvoir d'État? Si, nous le voulons, mais pas pour le moment. Nous ne pouvons pas encore le faire. Pourquoi? Parce que l'impérialisme existe toujours, parce que la réaction intérieure existe toujours, parce que les classes existent toujours dans le pays. Notre tâche actuelle est de renforcer l'appareil d'État du peuple, principalement l'armée populaire, la police populaire et la justice populaire, afin de consolider la défense nationale et de protéger les intérêts du peuple. Notre État a pour régime la dictature démocratique populaire, dirigée par la classe ouvrière et fondée sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Quelles sont les fonctions de cette dictature? Sa première fonction est d'exercer sa répression à l'intérieur du pays sur les classes et les éléments réactionnaires ainsi que sur les exploiteurs qui s'opposent à la révolution socialiste, sur ceux qui sapent l'édification socialiste, c'est-à-dire de résoudre les contradictions entre nous et nos ennemis
à l'intérieur du pays. Par exemple, arrêter, juger et condamner certains contre-révolutionnaires et retirer, pour un temps déterminé, aux propriétaires fonciers et aux capitalistes bureaucratiques le droit de vote et la liberté de parole. Tout cela entre dans le champ d'application de notre dictature. Pour maintenir l'ordre dans la société et défendre les intérêts des masses populaires, il est également nécessaire d'exercer la dictature sur les voleurs, les escrocs, les assassins, les incendiaires, les bandes de voyous et les autres mauvais éléments qui troublent sérieusement l'ordre public. La dictature a une deuxième fonction, celle de défendre notre pays contre les activités subversives et les agressions éventuelles des ennemis du dehors. Dans ce cas, la dictature a pour tâche de résoudre sur le plan extérieur les contradictions entre nous et nos ennemis. Le but de la dictature est de protéger le peuple tout entier dans le travail paisible qu'il poursuit pour transformer la Chine en un pays socialiste doté d'une industrie, d'une agriculture, d'une science et d'une culture moderne. La dictature démocratique populaire a besoin de la direction de la classe ouvrière, car c'est la classe la plus clairvoyante, la plus désintéressée, celle dont l'esprit révolutionnaire est le plus conséquent. Toute l'histoire de la Révolution prouve que, sans la direction de la classe ouvrière, la Révolution échoue et qu'elle triomphe avec la direction de la classe ouvrière. La dictature démocratique populaire est basée sur l'alliance de la classe ouvrière, de la paysannerie et de la petite bourgeoisie urbaine, et principalement sur l'alliance des ouvriers et des paysans, parce que ces deux classes représentent 80 à 90% de la population chinoise. Le renversement de l'impérialisme et de la clique réactionnaire du Kuomintang est dû avant tout à la force de ces deux classes, et le passage de la démocratie nouvelle au socialisme dépend principalement de leur alliance. La lutte de classe, la lutte pour la production et l'expérimentation scientifique sont les trois grands mouvements révolutionnaires de l'édification d'un pays socialiste puissant. Ces mouvements constituent une sûre garantie permettant aux communistes de se garder de toute bureaucratie, de se prémunir contre le révisionnisme et le dogmatisme et de demeurer toujours invincibles. Une sûre garantie permettant au prolétariat de s'unir avec les larges masses travailleuses et de pratiquer une dictature démocratique. Si, en l'absence de ces mouvements, on laissait se déchaîner les propriétaires fonciers, les paysans riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments et les génies malfaisants, tandis que nos cadres fermeraient les yeux et que nombre d'entre eux n'opéreraient même pas de distinction entre l'ennemi et nous, mais collaboreraient avec l'ennemi, se laissant corrompre, démoraliser et désunir par lui, si nos cadres étaient ainsi entraînés dans le camp ennemi ou si l'ennemi parvenait à s'infiltrer dans nos rangs, et si beaucoup de nos ouvriers, paysans et intellectuels se laissaient aussi séduire ou intimider par l'ennemi, alors il se passerait peu de temps, peut-être quelques années ou une décennie, tout au plus quelques décennies, avant qu'une restauration contre-révolutionnaire n'ait inévitablement lieu à l'échelle nationale, que le parti marxiste-léniniste ne devienne un parti révisionniste, un parti fasciste, et que toute la Chine ne change de couleur. L'exercice de la dictature démocratique populaire implique deux méthodes. À l'égard des ennemis, nous employons celle de la dictature. Autrement dit, aussi longtemps qu'il sera nécessaire, nous ne leur permettrons pas de participer à l'activité politique. Nous les obligerons à se soumettre aux lois du gouvernement populaire. Nous les forcerons à travailler de leurs mains pour qu'ils se transforment en hommes nouveaux. Par contre, à l'égard du peuple, ce n'est pas la méthode de la contrainte, mais la méthode démocratique qui intervient. Autrement dit, le peuple doit pouvoir participer à l'activité politique. Il faut employer à son égard les méthodes démocratiques d'éducation et de persuasion, au lieu de l'obliger à faire ceci ou cela. Le peuple chinois, sous la direction du Parti communiste, mène un vigoureux mouvement de rectification afin de donner un essor rapide à la cause du socialisme en Chine, sur une base plus solide encore. Il s'agit de résoudre correctement les différentes contradictions qui existent effectivement au sein du peuple et qui demandent à être résolues à l'heure actuelle. À cet effet,
Un grand débat est organisé dans notre peuple tout entier. Débat dirigé et libre, avec faits et arguments à l'appui, dans les villes comme à la campagne, et qui porte sur les questions de la voie socialiste et de la voie capitaliste, du régime fondamental et des mesures politiques importantes de l'État, du style de travail des cadres du parti et du gouvernement, et du bien-être du peuple. Il s'agit d'un mouvement socialiste par lequel le peuple s'éduque et se réforme lui-même. Notre travail d'édification grandiose pose devant nous une tâche extrêmement ardue. Bien que les communistes soient plus de 10 millions en Chine, ils ne représentent qu'une minime partie de la population du pays. Dans nos organismes d'État et dans l'ensemble des activités de notre société, l'abondance du travail réclame le concours des non-communistes. Si nous ne savons pas prendre appui sur les masses populaires, ni collaborer avec les non-communistes, il nous sera impossible de mener notre travail à bonne fin. Tout en renforçant l'unité du parti, nous devons continuer à affermir l'union des nationalités, des classes démocratiques, des partis démocratiques et des organisations populaires, à consolider et à élargir notre front uni démocratique populaire. Il nous faut, dans n'importe quel secteur de notre travail, remédier soigneusement à tout ce qui compromet l'union du parti avec le peuple.